Le diable était au rendez-vous. Le faible soleil de printemps fit scintiller les gouttes de buée qui s'étaient accrochées à la vitre pendant la nuit. Alex s'étira dans son lit. En 2 secondes, il était debout et avait ouvert la fenêtre à l'air marin. La Méditerranée remuait doucement les quelques barques de pêcheurs ancrées dans cette anse sauvage de la côte. La journée s'annonçait ensoleillée. Fini les cours pour 2 semaines. Cette période de vacances commençait sous les meilleurs augures, d'autant que dès ce soir, il était invité à une soirée agréable en perspective, à quelques kilomètres plus loin, dans les terres, au-delà des champs de vigne. Tout en se rasant, Alex se remémorait la soirée d'hier chez des amis. Il y avait fait la connaissance de Laura, une petite blonde aux cheveux longs frisés, tout à fait à son goût. Ma foi, elle n'avait pas trop résisté à ces grandes manœuvres de séduction. Il l'avait donc invitée à se revoir le lendemain et, à sa grande surprise, elle avait accepté sans se faire prier. Ce matin-là, Alex était encore heureux. À 11 heures, ce matin-là, tout semblait encore lui sourire. Ou presque. Car quelque chose d'indéfinissable venait, comme certains rêves prémonitoires, troubler quelques secondes son esprit. Cela s'était passé lorsqu'il sortait de cette vieille maison qui avait vu naître et mourir ses grands-parents et qu'il avait rachetée depuis peu. Son regard s'était alors porté vers la dépouille de ce chat noir qui gisait sur le bas-côté de la route. Et puis la journée s'était déroulée, comme à l'accoutumée à la campagne, lente et calme, ponctuée de conversations d'un seuil à l'autre, de la visite à l'épicerie-librairie, de l'interminable partie de cartes, les rires et les exclamations du café de la grande place. Le vieux carillon de Westminster, qui ornait la salle à manger, tira Alex de sa rêverie. Il était temps de se préparer pour rejoindre la fête et surtout revoir Laura. La vieille 504 grise de ses grands-parents roulait maintenant à vive allure sur la route sinueuse, faiblement éclairée par le faisceau de ses phares mal réglés. À cette heure de la soirée en pleine campagne, aucune lumière ne venait troubler l'obscurité environnante de sa rassurante présence. Seul, le faible halo de la lune, qui entamait son premier quartier, donnait à la nature une présence fugitive. Alex avait ouvert sa fenêtre et une main sur la portière goûtait les senteurs de l'air nocturne. Il conduisait très vite, l'autre main posée sur le volant, et s'amusait à faire crisser les pneus dans les virages, mordant sur la ligne blanche et l'herbe rase qui bordait le bas-côté. La 504 abordait maintenant une longue ligne droite, se terminant là-bas, au petit bois, par une courbe serrée. La courbe arriva très vite, dans le pinceau glauque des phares. Et soudain, en plein virage, en face, un cycliste sans éclairage, un cri angoissé, inhumain qui étrangle sa gorge, le pied droit qui écrase la pédale du frein, le hurlement des pneus sur l'asphalte, un bruit mat et sourd sur la calandre, des mains impuissantes qui s'accrochent au volant, et puis plus rien. Le silence pesant, une éternité. La 504 était à présent immobile, de travers au milieu de la route, ses feux éclairant les vignes à perte de vue. Alex desserra douloureusement ses mains du volant. Sa jambe droite, arc-boutée sur le frein, lui faisait très mal. Comme un automate, il coupa le contact et immédiatement la vision cauchemardesque du cycliste lui poignarda le cerveau.
Je l'ai tué. Malheur, je suis fichue, je vais aller en prison. Et puis un sentiment de révolte. Mais c'est un fou dangereux, rouler comme ça à gauche sans lumière. C'est sa faute s'il est mort. Ensuite, il reprit ses esprits et ouvrit avec difficulté sa portière, la nausée aux lèvres, les jambes chancelantes. Tenant d'une main la torche qu'il venait d'extirper du vide-poche, il resta un moment paralysé à l'idée de l'horrible spectacle qui allait s'offrir à sa vue. La torche éclaira le flanc de sa voiture, découvrant seulement quelques traînées de boue brunâtre émaillant la carrosserie fraîchement lavée. Ensuite, retenant sa respiration, il dirigea le faisceau vers l'avant, tremblant à l'idée de découvrir le corps du cycliste coincé sous le pare-choc. Sa respiration se bloqua. Sa main tremblante balaya la calandre. Rien. Comme hébété, il se dirigea vers la droite de la 504. Rien. À gauche, rien non plus. À l'arrière, aucune trace de sang ni de corps. La plaque minéralogique se reflétait paisiblement dans le chrome du pare-choc. Le toit, songea-t-il. Encore rien. Alors, il commença à réfléchir très vite, d'une manière aiguë, instinctive. Mais oui, bien sûr, le corps est retombé plus loin ou dans un des bas-côtés. Et pourtant, là encore, Alex eut beau écarquiller les yeux, aucune trace aussi loin que portait son regard. Tout se mêlait maintenant dans sa tête. En courant, il se précipita le long de la traînée noire, laissée par la gomme de ses pneus dans le bitume lors de son violent freinage, dont l'odeur âcre flottait encore, se mêlant désagréablement aux effluves des herbes sauvages. Seule trace tangible, la carcasse tordue et rouillée d'un vieux vélo gisant en contrebas du talus et qui semblait le narguer de son ombre grotesque. Rien sur la route qui s'enfonçait dans la nuit. Rien aux abords de la voiture. Aucune trace humaine en ce lieu étrangement solitaire. Et pourtant, il n'avait tout de même pas rêvé. L'accident n'avait certes duré que quelques secondes, mais il se souvenait parfaitement d'un choc sourd sur le pare-brise, de ce bras replié pour se protéger, de ce visage grimaçant devant lui, dont la vision était maintenant gravée au plus profond de son cerveau. Alors lui revinrent en mémoire toutes les histoires racontées par les vieux du pays qui avaient hanté son enfance. D'horribles histoires de fantômes dont, devenu adolescent, il s'était bien moqué. Mais maintenant, seul, en pleine nuit, dans ce lieu désert, devant peut-être l'inexplicable victime de quelque farce diabolique, il demeurait pétrifié et grelottant, incapable de mettre ses idées en ordre et de raisonner normalement. La panique commença alors à l'envahir. Il se précipita dans sa voiture et l'hurlement du moteur emballé à fond, le grincement strident de la boîte de vitesse malmenée remplirent alors le silence de la nuit. C'est un être hagard, livide et méconnaissable qui 20 minutes plus tard poussait en titubant la porte du bal et s'effondrait à même le sol. La sono s'arrêta, alors au cri des danseurs effrayés. Un lourd silence succéda à la musique et le cercle des visages anxieux penchés sur lui se referma dans un brouillard.
Après une hospitalisation, Alex put raconter, par bribes, son histoire aux gendarmes, qui ne trouvèrent sur les lieux présumés de l'accident qu'un vieux vélo rouillé, abandonné là depuis belle lurette. Laura ne vint jamais lui rendre visite et se maria quelques mois plus tard. Il disparut de la région et on n'entendit jamais plus parler de lui. Saura-t-on jamais ce qui se passa réellement en cette abominable nuit? Rien n'est moins sûr. Certains murmurent cependant au village l'avoir aperçu, un beau soir de printemps, rôder en gémissant, poussant devant lui en boitant un vieux vélo rouillé.